Bonjour Monsieur Bourlange, merci d'accepter cette petite interview dans le cadre d'Eurofilm, suite à votre intervention en séance qui vient de se terminer. Alors, suite à votre intervention, j'avais quelques questions. C'est plus des développements, plus des développements de ce que vous avez avancé que des questions en tant que telles. La crise du périmètre, pour vous citer, elle me paraît très essentielle dans vos propos. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, ça ne me dérange pas du tout. Je crois qu'il y a, dès l'origine de la construction européenne, il y a une ambiguïté sur la dimension de l'Europe. Est-ce que l'Europe, c'est un instrument qui vise à faire la paix et qui a donc vocation à s'élargir indéfiniment à l'ensemble des démocraties pour essayer de leur fournir un cadre dans lequel ils règlent leurs problèmes? Ou est-ce que l'Union européenne, a vocation à assurer la renaissance d'une civilisation particulière, historiquement constituée, apparue au 5e siècle après Jésus-Christ, qui a connu un développement historique, géographique, qui a des frontières d'ailleurs incertaines, et elle aurait donc à ce moment-là vocation à être une communauté particulière au sein d'autres communautés particulières, et non pas la préfiguration d'une société universelle. Et on voit qu'au début, dans les années 50, eh bien, le problème ne se pose pas. Parce que l'Europe des démocraties est bornée par des dictatures, et ça correspond très étroitement au périmètre de l'Europe carolingienne, de l'Europe de Charlemagne. Donc on a les gens qui font l'Europe en 50, ils se disent, à la fois on défend des valeurs universelles, et en même temps on est les héritiers d'une Europe historiquement bien circonscrite. À partir de l'effondrement de l'Union soviétique, du démantèlement du rideau de fer, le problème se pose. Où doit-on arrêter l'Europe? Et on voit bien que les deux logiques se sont confrontées. D'un côté, il y a ceux qui disaient on va faire une Europe politique forte à partir des peuples européens. C'est la logique de la fabrication de l'euro, c'est la logique donc qui débouche sur une union sans cesse plus étroite sur le plan économique, sur le plan de la politique étrangère, sur le plan de la politique de sécurité, et puis d'autre part, ceux qui disent non, on va s'élargir, et on va s'élargir à la Turquie. Or, si vous vous élargissez à la Turquie, vous êtes dans un autre domaine. Vous construisez à ce moment-là une Europe très large, une Europe qui ne peut pas être une entité politique à proprement parler, ça devient simplement un cadre, le cadre juridiquement organisé de la circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Et donc c'est une espèce de super organisation internationale, une OCDE musclée et presque une sorte d'ONU, de préfiguration de l'ONU. Et là c'est tout à fait autre chose. Et le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas choisi. Et ça, c'est très troublant pour nos opinions. Les opinions ne savent pas si on est dans un cadre évanescent qui a vocation à se dissoudre, à accueillir des Arabes, des musulmans, des Africains, etc., ou des gens à l'Est à l'infini, et ça, les Ukrainiens, etc., ça fait peur. Ou alors est-ce que l'Europe a vocation à se ramasser, et à ce moment-là, les populations disent où est-ce que ça s'arrête? Et donc, comme cette question n'est pas prise en compte par nos dirigeants, ça développe des comportements névrotiques, de l'inquiétude et au bout du compte de l'europhobie. Je vois juste une petite question par rapport à Jean Monnet. En fait, j'étais assez étonné dans votre exposé quand vous disiez que Jean Monnet avait une vision au final assez universaliste de l'Europe et que du coup il voyait l'Europe justement comme une construction un peu celle que vous décrivez, qui a vocation à toujours plus s'étendre, et plus tard dans votre discours vous expliquez que ceux qui se font les défenseurs de cette Europe qui a vocation à toujours plus s'étendre sont ceux qui au final souhaitent le moins d'intégration parce que de facto le phénomène d'intégration s'est bloqué. Alors que nous c'est vrai que dans nos cours on nous apprend plutôt, enfin, on nous positionne Monnet plutôt du côté des fédéralistes, on nous explique qu'il avait anticipé l'effet d'engrenage. Voilà, avec toutes ces questions de spillover, où on avait l'impression du coup qu'il aurait souhaité plutôt une Europe qui aille plus loin qu'une simple coopération entre États. Vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait justifié ce que vous dites et ce qu'on vous enseigne de vos cours est juste. Il est tout à fait fédéraliste, il a tout à fait conçu le spillover,
Il a même inventé, le discours, la déclaration Schuman d'ailleurs porte la description de ce phénomène, les solidarités de fait qui petit à petit vont construire une union très forte, et on ne peut pas du tout nier cela. En même temps, ce que je distingue, c'est un certain nombre de contradictions chez Monnet. D'abord, il y a l'expérience personnelle de Jean Monnet. C'est un onusien, un SDNiste, et c'est un homme qui a fait toute sa carrière dans des affaires, dans des aéropages internationaux. Il s'est occupé des dettes interalliées, enfin de l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est occupé de choses avec la SDN en Extrême-Orient. Et il a quand même cette idée très rationaliste que ce qui compte, c'est de mettre les gens d'accord, peu importe d'où ils viennent. Monnet, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la génétique, il ne croit pas à la génétique diplomatique, il ne croit pas à l'origine des gens. Lui-même, d'ailleurs, il recevait des mandats de Roosevelt pour faire telle chose, se foutait complètement des mandats, et ce qui compte, c'est le point d'aboutissement. Et donc, il pense que les gens doivent raisonner avec leur raison et pas avec leur passé, pas avec leur pesanteur. Il faut s'abstraire de la pesanteur historique. Et en revanche, quand on introduit des éléments rationnels dans le débat, eh bien, ça passe. Donc, la méthode vise effectivement à permettre l'émergence de cette rationalité, et là, il est très fort. Il conçoit la distinction entre la force de proposition de la Commission et la force de décision, il conçoit les notions de majorité qualifiée, il a des tas d'idées qui visent à permettre le dépassement des altérités, le dépassement des oppositions. Mais, et ça sert à tout. Ça sert dans l'Europe, ça sert à l'Extrême-Orient, ça sert à tout le monde. Il met les gens, c'est une sorte de nez de courtier professionnel. Et donc, mais en même temps, ce qui est gênant chez lui, un peu gênant, c'est que précisément il ne perçoit pas, c'est très profond ça, il ne perçoit pas la notion de différence d'intérêt et de valeur. C'est-à-dire qu'il vit dans un univers consensuel. Il croit que tout le monde est d'accord avec ses valeurs, la liberté, la rationalité, la démocratie, etc. Et il dit maintenant, les seuls problèmes qui se posent sont donc des problèmes techniques. Il faut mettre d'accord les gens sur des solutions optimales. Et donc, si on écarte les passions, si on écarte le passé, si on écarte les préjugés, on aura la raison et on pourra bâtir quelque chose, une solution de bon sens, une solution rationnelle. De ce point de vue-là, il est très techno. Or, la politique, c'est pas ça. La politique, vous avez, il y a certainement, c'est ça en partie, il faut arriver à trouver la solution la plus rationnelle face à un problème donné, mais en deçà de cette décision, il y a votre choix. Est-ce que vous êtes pour la liberté ou pour l'égalité? Personne ne peut répondre à cette question. C'est votre choix. Vous estimez que votre idée de l'homme fait que vous voulez plus de liberté, même si ça crée un peu d'inégalité, ou vous voulez plus d'égalité, même si ça porte atteinte à un peu de liberté. Et alors ça se décline de toutes les manières, mais et ça, cette espèce d'opposition, de choix de valeur, il ne le pense pas. Et donc, c'est très gênant, à partir du système qu'il conçoit, de bâtir une vraie union politique, où vous vous posez la question de savoir, est-ce que je cause avec Poutine ou pas? Est-ce que je suis pour une intervention militaire en Syrie ou pas? Ça, personne ne vous dira, il n'y a pas de réponse rationnelle, il y a vos objectifs d'abord. Et donc au final, il a imaginé un système extrêmement efficace justement pour aller vers plus d'intégration européenne, mais sans penser lui-même vers où il reste d'intégration, ou sans y introduire en tout cas des dimensions... Je crois qu'il a introduit un système qui reste extrêmement pertinent, extrêmement efficace, mais qu'il fallait le compléter, ce qui a été fait en fait à Maastricht et un peu abandonné par la suite, il fallait le compléter par vraiment un niveau de décision proprement politique. Et notamment, la Commission, sans être du tout partisane, on peut quand même imaginer quand elle fait une proposition, elle le fait au nom d'un certain choix politique. Et donc il était bon que la Commission soit responsable devant le Parlement européen, que le président soit investi par le Parlement européen, que les commissaires subissent des auditions qui sont souvent très difficiles pour eux, au terme desquelles ils sont nommés. C'est l'accountabilité, comme disent les Anglais, la responsabilité démocratique, comme nous disons nous.
Ça, c'est très important. Et Monnet n'était pas hostile à ça, mais ce n'était pas sa priorité. Il concevait plutôt le commissaire comme un homme retranché des passions du monde, des bruits du monde. Il estimait que c'était un sage. Le rêve de Monnet, c'est d'être un sage. Alors que le rêve d'un homme politique, c'est d'être un mandataire. D'accord. J'ai une dernière question que je qualifierais presque d'innocente. Étant donné le contexte de Quand on qualifie déliquescence... quand même sa question d'innocence, c'est qu'elle est coupable. Étant donné le contexte de déliquescence actuel, pensez-vous qu'on pourrait assister à un second effet Mascaré? Dans l'autre sens. Voilà. Oui, je crois. Je crois que c'est ouvert. Je crois qu'on a... je pense qu'il y a des choses qui vont dans ce sens. Notamment le fait que, si j'ose dire, pour paraphraser un mot sur le roi, l'Europe ne meurt jamais. L'Europe ne meurt jamais. Quand vous regardez toutes les crises qui se sont produites, elles sont des crises de dénonciation, elles n'aboutissent pas. Les Grecs, les Français ont dénoncé le référendum, ont dénoncé le traité constitutionnel, ils n'ont rien proposé à la place. Les Grecs ont dénoncé l'Union économique et monétaire, ils ont même fait un référendum là-dessus. Quand ils ont gagné ce référendum, ils n'ont rien proposé à la place. Les Suisses, qui sont extérieurs à l'Union mais qui sont très proches de nous, ont dénoncé l'immigration à partir de l'Union européenne chez eux, c'est-à-dire la liberté de circulation des personnes. 2 ans sont écoulés, si je m'abuse, il ne s'est rien produit. Les Britanniques ont dénoncé leur appartenance à l'Union européenne. Ils paraissent plus embarrassés que tout le monde pour savoir quel contenu ils vont donner à cette affaire-là. Et ça signifie qu'il y a donc une force d'inertie de l'Union européenne assez grande. Et donc elle résiste. Elle n'est pas aimée, elle résiste. J'aurais tendance à dire que l'Union européenne a changé de signe. Dans les années 50, pour parler comme Freud, l'Europe était bâtie sur le principe de plaisir. C'était les gens, les peuples qui se faisaient plaisir en faisant la paix, c'était un peu naïf, un peu. Et les États, c'était le principe de réalité. Hein, les États sont les États, disait le général de Gaulle, etc. Maintenant, c'est l'inverse. L'Europe, c'est le principe de réalité. On ne peut pas en sortir facilement. C'est pas marrant, mais, comme dirait Pascal, nous sommes embarqués. Et l'État, c'est le cocon, c'est la joie d'être entre soi, c'est le plaisir de se replier sur soi-même, donc on se fait plaisir. Et en fait, il faut reconnaître, toujours le principe de réalité l'emporte sur le principe de plaisir. Mais il ne suffit pas de résister, d'être inerte, de ne pas se dissoudre, pour relancer l'Union européenne. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, le Brexit est certainement une incitation, à mon avis, l'élection de Trump plus grande encore, parce qu'elle nous met vraiment dans une situation de vulnérabilité très grande vis-à-vis des Russes. Et donc là, si ça doit se produire, c'est maintenant. Il faut savoir si les Français, les Allemands vont sortir de leur torpeur, décider de faire des choses ensemble et donner corps, en fait, à ce qui n'est pour l'instant qu'une, comme dirait le général de Gaulle, qu'une cordiale virtualité. Et moi j'aurais peut-être une ultime question, c'est que vous avez développé justement pendant tout votre exposé, quand vous avez vraiment fait un diagnostic, c'est ce qui vous était demandé, et vous avez quand même donné des pistes de réflexion pour des solutions à la fin, en parlant justement du fait que le couple franco-allemand devait être à l'origine de recentrer justement l'intégration européenne qui serait peut-être sur la zone euro, en disant que vous n'étiez pas non plus désespéré de la situation, que Fillon pouvait évoluer dans le bon sens, enfin vous l'avez laissé entendre. Et voilà. Et si, en fait, j'ai une autre question. Si vous vous mettez dans la peau de jeunes gens comme nous, qui avons la passion de l'Europe, qui avons envie de la défendre, qui ne trouvons pas toujours les mots ou quoi que ce soit, qui ne pouvons pas encore influer vraiment sur la décision politique à pouvoir en parler, qu'est-ce que vous nous direz pour vraiment continuer à y croire et se dire peut-être que tout n'est pas catastrophique et que quand j'aurai la possibilité vraiment de me lancer dans les affaires, l'Europe existera encore? Écoutez, je n'ai pas voulu être pessimiste d'abord. Je crois effectivement que la situation est difficile, mais si on est un peu darwinien, la fonction crée l'organe. Il y a un tel besoin d'Europe que, logiquement, on devrait quand même inventer.
D'ailleurs, on a plutôt progressé sur le plan, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et j'aurais eu tort, on a plutôt progressé ces dernières années. On est quand même beaucoup plus unis, beaucoup plus impliqués, avec la Banque centrale, avec les fonds de solidarité, enfin, on est beaucoup plus impliqués dans les... Même Schengen que nous l'étions avant. Alors c'est confus, c'est renaclant, ça se fait dans les querelles et les mises en cause idéologiques, c'est très déplaisant, mais malgré tout, ça avance. Bon, premier point. Deuxième point, moi je vous conseille de faire de la politique. Je veux dire que je crois que le problème est un problème de politique intérieure. Actuellement, les gens de ma génération ne peuvent plus rien faire. On a fait des choses, on en a raté d'autres, mais il y a une aspiration très grande à ce que les jeunes prennent le pouvoir. Et il y a une aspiration très grande à ce qu'ils prennent le pouvoir sans raconter de conneries. Ce qui n'est pas impossible. Bon. Et simplement, effectivement, il faut, bon, Emmanuel Macron dit des choses, etc. Il faut que vous réinvestissiez, il faut réinventer des partis de centre-gauche et de centre-droit. Et ça, alors je ne sais pas quelle forme doit prendre l'action politique, mais je pense que les jeunes ont des modes d'intervention dans le débat public qui sont très originaux, très différents de ceux de leurs aînés. Je pense qu'il faut y aller, il faut avoir une offre politique, il faut dire voilà ce qui nous paraît important, par exemple, je ne sais pas, mais je veux faire un projet européen précis, si vous recueillez 2 millions de signatures dans toute l'Europe, vous serez reconnu, vous serez écouté, et vous pourrez changer les choses. Il faut vraiment, alors il faut trouver des formes de militantisme qui soient adaptées à l'ère du numérique, ça c'est certain, mais vous avez, il y a un tel besoin, si vous voulez, actuellement tout le monde dit qu'il faut renverser la table, quand la table est par terre, tout est cassé. Donc il y a un tel besoin de mettre quelque chose de nouveau sur la table, pas de la renverser, de mettre quelque chose de nouveau. Réfléchissez, agissez, mobilisez-vous, et l'un d'entre vous gagnera le jackpot. Ce ne sera pas forcément vous, ce sera peut-être le voisin, mais... Très bien. D'autres questions? On va écouter étant donné votre emploi du temps assez serré. Non mais arrêtez de nous faire porter la responsabilité de fait que vous interrompez l'entretien. Qu'est-ce que c'est que ces bandits? On peut continuer si vous voulez. Hein, mais... Il y a... -5. -5, oui. Comme vous voulez. Enfin, encore une question si vous voulez, mais si... on y va, là, on est... Il est 5 heures. Oui. Allez, une dernière question. Une dernière question. D'accord, jusqu'à 5 heures. Dernière question, qu'est-ce que je vous surprends? Voilà, c'est ça que je veux dire, mais vous n'êtes pas obligé d'inventer. Hein, ah non, mais j'aurais dit, j'en ai tout un tas un peu trop, peut-être, justement. Pas lanqué. Sur le symbole par le droit, je trouvais ça assez intéressant. Vous pouvez développer un petit peu cette approche? Oui, ce que si vous voulez, on oppose toujours... je sais pas si ça fait. On oppose toujours, on dit toujours, il y a l'Europe intégrée, et puis l'Europe des États. Depuis le général de Gaulle qui a dit « je suis pour l'Europe des États ». Je crois que c'est une définition assez partielle. Certes, l'Europe intégrée n'est pas que l'Europe des États, mais les États, les membres, jouent un rôle essentiel parce que les organes centraux de la décision, c'est soit le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, donc nos dirigeants, soit les conseils des ministres, c'est-à-dire les ministres spécialisés dans les différents domaines. Il n'y a pas une décision qui peut être prise sans le concours, sans l'accord du Conseil européen ou des conseils des ministres. Donc je crois que ça reste une Europe des États. Mais l'erreur, c'est de penser que l'Europe des États ne puisse pas fonctionner autrement que sur un mode traditionnel de la confrontation, du rapport de force, de l'intimidation, du chantage et de la violence. Comme il est vrai, on l'a fait en 2000 ans. Ce que veut montrer, ce qu'a tenté d'apporter l'Union européenne, c'est l'idée qu'on peut arriver à des décisions prises par les États dans un cadre civilisé. Et dans un cadre civilisé, dans les deux sens du terme, un cadre civil, et non pas militaire, autrement que par la force armée, et un cadre civilisé, c'est-à-dire fondé sur des règles de procédure qui sont juridiquement organisées. Le droit. Et ça, tout le système communautaire aboutit à cela. Et c'est pourquoi je dis que l'Europe, ce n'est pas la substitution d'une entité nouvelle aux États, c'est un peu ça, il y a des éléments, mais c'est surtout
l'établissement entre les États de relations civilisées, un peu comme chez Hobbes, le grand théoricien anglais de l'État au XVIIe siècle. Eh bien, chez Hobbes, on explique que pour que l'homme cesse d'être un loup pour l'homme, c'est-à-dire que pour que quand vous sortiez de chez vous, vous ayez la quasi-certitude de ne pas être oxy par votre voisin, eh bien, il faut un pacte social qui protège chacun, ce qu'il appelle le Léviathan. On peut discuter sur la forme du pacte. Après, Locke formulera les choses autrement, Montesquieu également, Rousseau d'une troisième façon, enfin, peu importe. Mais c'est l'idée du pacte. Et à ce moment-là, le pacte vise à faire que l'homme cesse d'être un loup pour l'homme. Et je crois qu'à bien des égards, l'Union européenne, c'est un pacte qui permet aux États de cesser d'être des loups pour les États. Nous continuons, nous Français, à avoir des intérêts opposés et divergents parfois avec les Allemands, mais nous savons que nous réglerons ces problèmes par la voie de la coopération, du droit, du respect du droit, et non pas par le chantage, la violence, l'intimidation. Donc ça module, ça change le rapport entre les États, et c'est une erreur de penser que ça détruit les États. Moi, j'aimerais juste rebondir un petit peu sur ce point-là. En fait, c'était par rapport à une réponse que vous avez faite à une question qui vous était posée dans la salle par rapport justement à la compétence des compétences et donc à la question justement du fédéralisme de souveraineté qui est derrière. Que vous disiez qu'il justement il était nécessaire qu'il y ait une bonne répartition des compétences et qu'en même temps, sur beaucoup de points, il était nécessaire qu'il y ait une dévolution de compétences du coup de l'État aux institutions, en tout cas à une instance européenne, plutôt si j'ai bien compris votre propos, recentré autour de la zone euro. Mais... je crois qu'il faut que les États ensemble puissent pratiquer la dévolution de compétences à l'Union européenne de manière un peu plus souple. C'est tout. C'est de manière un peu plus souple, à la majorité qualifiée, ou des choses comme ça. Que ça n'avait pas passé nécessairement par un traité? Non, ça, si, peut-être par un traité. De toute façon, il faut passer par, si on veut changer les choses, il faut passer par un traité. Ça, ce traité, on ne pourra jamais le faire actuellement. Si vous voulez faire un traité de cet ordre, vous pouvez le faire. D'ailleurs, vous pouvez faire un traité comme le traité sur la coordination et la gouvernance européenne. Vous pouvez faire un traité dit intergouvernemental, un traité à l'intérieur de l'Union, où vous dites que, globalement, un certain nombre de compétences qui sont aujourd'hui nationales pourraient être exercées conjointement par un certain nombre d'États de l'Union. Alors ça implique que vous inventiez des institutions, enfin ça implique tout un bins, c'est important, mais c'est quand même tout à fait théoriquement possible. Puisque ce qui est de la compétence nationale, par définition, n'est pas de la compétence communautaire. Donc rien ne vous empêche de mettre en commun vos compétences nationales et de faire une sorte de coopération renforcée à l'intérieur de l'Union. Bon, c'est prévu dans des conditions beaucoup trop rigoureuses, là aussi, parce que l'article sur les coopérations forcées a été inventé pour protéger ceux qui n'y sont pas, et non pas pour faciliter l'action de ceux qui y sont. Donc ça restreint plutôt la possibilité des coopérations forcées que ça les augmente. Mais vous pourriez très bien imaginer, je ne vois pas comment on pourrait s'y opposer, si la France et l'Allemagne disent maintenant demain, on va voter nos impôts ensemble, enfin, qu'est-ce que vous voulez que la Commission trouve ailleurs dire? Bon, maintenant, mais personne ne fait ça, rassurez-vous. Tout le monde est jaloux de ses prérogatives au dernier degré en ce moment. Les gens pratiquent là ce que De Gaulle disait en citant Musset. Notre verre n'est pas grand, mais nous buvons dans notre... non, si grand que soit le verre que nos alliés nous tendent, nous buvons dans le nôtre. Ce qui est un écho au verre de Musset. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre.